Bonjour, aujourd'hui on va à l'attaque du théorème de prolongement de Dirichlet tel qu'on peut le voir dans l'épreuve de 2019 d'analyse et probabilité à l'agrégation externe de mathématiques. Je vous conseille de regarder ce problème, il y a plein de jolies choses, il y a de l'analyse complexe, des fonctions holomorphes, des fonctions méromorphes, il y a des distributions, il y a aussi des probabilités, vraiment c'est très joli, il est très progressif. En fait, cette partie du problème, on attaque vraiment le problème une fois que la partie évaluation est passée. Mais le problème est vraiment sérieux. Le théorème dit la chose suivante, toute fonction continue sur C, c'est le cercle unité du plan, peut être prolongée de façon unique sur D, D c'est le disque unité fermé, donc peut être prolongé par continuité sur D, en une fonction harmonique. Et donc, la façon unique, existence, unicité de ce prolongement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction harmonique? D'abord, pour une fonction qui est C2 sur R2, on appelle le Laplacien la somme des dérivées secondes de f par rapport à x et par rapport à y. Et harmonique, ça veut dire que le Laplacien de f est égal tout le temps à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Eh bien, on a les fonctions holomorphes, parce que les fonctions holomorphes, ce sont des fonctions telles que la dérivée partielle de f par rapport à z bar, si on identifie R2 à C, est égale à 0. Donc forcément, bon, avec un petit calcul, on a que le Laplacien est égal à 4 dérivées secondes de f par rapport à dz et dz bar. Eh bien, évidemment, ça, si f est holomorphe, la dérivée de f par rapport à z bar est nulle. Donc, toute fonction holomorphe est harmonique. Mais, vu la définition ici qui ne dépend que de x, des dérivées par rapport à x et y, eh bien, on voit que la partie réelle d'une fonction holomorphe, qui elle, évidemment, n'est pas holomorphe, elle reste harmonique, d'accord? Et pareil pour la partie imaginaire d'une fonction holomorphe. Voilà pour des exemples. Ça nous suffira comme exemple pour nous éclairer sur les fonctions harmoniques. C'est des fonctions qui vérifient certaines propriétés de la moyenne. C'est ça qui nous intéresse là-dedans. C'est-à-dire que quand on intègre une fonction, on fait la moyenne sur un cercle d'une fonction harmonique, on a exactement l'image du centre. Donc déjà, ça a son intérêt, et il y a évidemment plein d'autres intérêts qui en découlent. On va d'abord démontrer l'unicité, c'est-à-dire qu'il existe une unique, si ça existe, alors c'est unique. On va d'abord remarquer que la hessienne, qui intervient dans le développement de Taylor à l'ordre 2 d'une fonction f qui est C2, donc c'est cette matrice-là, eh bien, quand on regarde en face le Laplacien, eh bien, le Laplacien, c'est rien d'autre que la trace de la hessienne. Bien. Donc, si f est harmonique sur D, alors on va montrer que son max est sur C. C'est ça qu'on va montrer, on va faire ce petit lemme. Alors, si on attaque honnêtement ce problème, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire que on est sur D qui est compact, donc il y a un max de f qui est atteint, sur lequel la différentielle est nulle, donc. Et donc, supposons que ce max soit atteint sur le disque ouvert, c'est ce que j'appelle B ici. Alors, qu'est-ce qui se passerait? On aurait f de xy égale f de x0, y0, donc ça c'est le max. Puisque le max est atteint, la différentielle est nulle. Ici, on a 0 en termes de degré 1. Et on a directement la forme quadratique associée à la hessienne en le vecteur x moins x0, y moins y0, plus un petit o quadratique. Bien, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bien, que comme la trace ici est nulle, les valeurs propres de h qui sont assurées, parce que h est symétrique par le théorème spectral, sont opposées. Ça veut dire entre autres que QH ne peut pas être définie négative, parce que si elle était définie négative, alors on aurait deux valeurs propres strictement négatives, et on ne pourrait pas avoir la trace nulle, la trace serait strictement négative.
Mais il faut faire attention à cette fausse démonstration, parce que si on regarde profond dans notre cœur, eh bien, on voit que QH pourrait être nul. Et si QH est nul, alors il faut regarder les autres termes du développement de Taylor pour voir si on a un maximum ou pas. Et ça, on n'a pas du tout envie de le faire. Bien. Donc, cette méthode est une méthode approximative, en tout cas, elle ne nous donne pas encore le résultat. Alors voici comment, dans le problème AP 2019, les choses sont modifiées. On se donne petit epsilon strictement positif, et on fait une petite variation de f en f de x, y, plus epsilon, facteur de x2, hein, donc c'est un fois, hein, c'est pas un 2, fois epsilon 2 plus y2. Et on va appliquer en fait la formule de Taylor à f epsilon maintenant. Voilà. On va avoir un h epsilon évidemment. Et donc le Laplacien de f epsilon qui est égal au Laplacien de f qui est nul plus 4 fois epsilon. Donc le Laplacien de f epsilon est strictement positif. Bon. Alors là, maintenant, je peux reprendre mon principe du théorème spectral et des valeurs propres. Donc maintenant, je peux reprendre mon théorème spectral. La hessienne, cette fois-ci, ne peut pas être nulle parce que delta de f epsilon est non nul. Et ne peut pas avoir deux valeurs propres négatives, puisque la trace, qui est la somme des valeurs propres, est strictement positive. Donc, Q h epsilon est non nul, bien, et n'est pas négative. Donc là, on est sûr que f epsilon ne peut pas posséder de maximum sur B. Donc maintenant, on peut affirmer que pour tout epsilon, le sup de D, il va être atteint en C. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire tendre epsilon vers 0. Ça, c'est pas trop difficile pour voir que c'est le cas pour F. Maintenant, les choses sont claires. Hein. Si F et G sont deux prolongements harmoniques, alors, d'après ce qu'on vient de voir, hein, puisque ce qu'on vient de voir, c'est finalement, on fait tendre epsilon vers 0, eh bien, le sup de module de F moins G sur D va être égal au sup de module de F moins G sur C. Puisque F et G sont harmoniques, donc la différence est aussi harmonique. Mais comme f et g sont le prolongement d'une même fonction sur le cercle, eh bien ce sup est nul, ce qui fait que f est égal à g sur d. Voilà, donc on a l'unicité, maintenant on va montrer l'existence. Alors maintenant on y va pour l'existence, on va d'abord définir le noyau de Poisson. Alors ici, on se donne r, petit r, un réel entre 0 et strictement plus petit que 1, et t, un réel, hein, donc ici, on a P de RT, on le pose égal à la somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini de R puissance la valeur absolue de n exponentielle de INT. Voilà. Il y a des convergences, des théorèmes de convergence normale, de comparaison avec des séries géométriques, évidemment, surtout compactes, qui vont faire que en T, ça va être C infini, avec cette convergence normale surtout compacte. Donc, bon, tous les problèmes d'interversion, hein, de limite et d'intégrale dans la suite bon, viendront de là. Maintenant, je vais regarder différentes façons d'exprimer PR de T. D'abord, si on associe un terme avec le terme qui correspond à l'opposé, eh bien, on obtient évidemment 1 plus 2 fois, donc 1 c'est le terme en n égale 0, et on va avoir la somme des exponentielles de int plus exponentielle de moins int, et donc ça va nous faire 2 sommes de n allant de 1 à plus l'infini de r puissance n, cette fois-ci cosinus nt. Bien. Ensuite, on fait un petit calcul, on remplace cosinus nt par la partie réelle de exponentielle de int. On prend la partie réelle de tout ça, finalement, d'accord, puisque 1 est réel. Et on va écrire ça sous forme de, donc c'est une somme de Rn exponentielle de int, hein, puisqu'on a pris la partie réelle de tout ça, et on va reconnaître une série géométrique qui converge
à cause des conditions sur petit r. On écrit la somme de cette série, et en simplifiant, on obtient facilement que c'est la partie réelle de 1 plus r exponentielle de it sur 1 moins r exponentielle de it. Voilà. Bon, ça c'est pas difficile. Et donc pour finir, on multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur pour obtenir ceci. Et à la fin, on obtient 1 moins R2 sur 1 moins 2R cosinus T R2. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Pourquoi on a besoin de tout ça? Eh bien, on a besoin de ça, ça va être pour intégrer sous le sin somme et faire des calculs faciles, donc décomposer finalement. On a besoin de ça, on va voir pour le côté harmonique dont on aura besoin dans le théorème, et on va avoir besoin de cette formule pour la positivité. En gros, j'affirme que en T, cette fonction P, elle est 2π périodique, bon, ça c'est clair, uniformément continue, continue parce que on avait un côté c'est infini ici, de toute façon, donc continue, et comme c'est 2π périodique, par le théorème de Hein, positif parce que ici on a un discriminant négatif, comme trinôme, et R est strictement plus petit que 1, donc ça c'est positif, et pair, ça c'est clair que c'est pair, voilà. Alors, maintenant, autre chose encore, c'est que si on pose z égale, donc la variable complexe, maintenant on part en variable complexe, si c'est R exponentielle de Iθ, alors ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire P de R θ moins T, ça va être donc la partie réelle d'après ceci, d'après cette égalité-là. On va avoir ici, on va remplacer T par θ moins T, donc on va pouvoir multiplier des deux côtés par exponentielle de it, et ce qu'on va obtenir, c'est la partie réelle de exponentielle de it plus z sur exponentielle de it moins z. Donc on voit que ça, c'est harmonique en z, si on est sur le disque unité ouvert, d'accord, z dans B. Voilà, d'accord, parce que le module de z est strictement plus petit que 1, donc c'est la partie réelle d'une fonction holomorphe, et on a vu que la partie réelle d'une fonction holomorphe, elle était harmonique. Bien. Alors maintenant, ça y est, je vais pouvoir définir mon prolongement, et ensuite je vais démontrer que c'est bien un prolongement, évidemment, qui sera unique. Eh bien, c'est la fonction suivante que je vais appeler psi de f, donc f, elle est donc continue sur c, et donc je prends psi de f, qui à z, si z est sur la boule, c'est 1 sur 2π intégrale de 0 à 2π de p de r, θ moins t, f de exponentielle de it dt, d'accord, qui a bien un sens, exponentielle de it est sur c. Et si z est sur le cercle, sur la frontière, alors c'est f de z. Voilà. On va montrer qu'elle est bien continue, et qu'elle est bien harmonique, et par unicité, ce sera la seule. Bien. Alors, pour le côté harmonique sur le disque unité ouvert, eh bien, on a un théorème d'holomorphie sous le sin somme qui fait que quand ici, on peut dire d'holomorphie dominée, en quelque sorte, sous le sin somme, c'est-à-dire comme un théorème de convergence dominée pour les fonctions holomorphes, dont on dispose, qui est que, comme le module de exponentielle de it plus z sur exponentielle de it moins z est inférieur, par l'inégalité triangulaire première 1 plus r, et par la deuxième inégalité triangulaire exponentielle de it moins z, qui lui est supérieur à 1 moins r, donc ici on va avoir inférieur au dénominateur 1 moins r, et si on est sur le compact, donc finalement le disque unité fermé de rayon ρ, eh bien ça va être inférieur ou égal à 1 plus ρ sur 1 moins ρ. Donc sur un compact sur 0,2π, on va pouvoir appliquer notre théorème ici d'holomorphie sous le sin somme, qui va faire que si j'enlève le côté partie réelle à ça, eh bien je vais avoir une fonction holomorphe donc harmonique, d'accord. Le fait de multiplier par
finalement, je regarde les choses en Z, donc je les regarde pas en T, donc je multiplie par un complexe, ça reste encore harmonique, et je prends la partie réelle, ça reste harmonique, évidemment, ce qui va faire que, ici, cette fonction-là est harmonique sur B. Bon, maintenant, vous pouvez peut-être deviner ce qui va se passer, on va faire le calcul de psi de f, quand f est un caractère du cercle, parce que ces caractères, voilà, engendre entre autres les fonctions continues sur un compact. Voilà. Alors, ce serait dommage de s'arrêter là en si bon chemin. Donc, on applique psi, donc cette transformation, hein, à fk, donc au caractère du cercle, c'est-à-dire pour k dans z, fk de exponentielle de it, c'est exponentielle de ikt. Ou si vous préférez, fk de z, c'est z puissance k sur c, donc voilà pour les caractères. Et quand on va l'appliquer, bon, donc on va faire psi de fk de z, donc je prends z sur le disque unité ouvert, et donc ça fait 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de la somme de moins l'infini à plus l'infini de r puissance valeur absolue de n, exponentielle de i n, θ moins t, exponentielle de ikt dt, et là, regardez ce qui va se passer. Vous allez avoir, grâce à la convergence normale, l'interversion entre l'intégrale et la somme. Et ensuite, ben, quand on regarde ça sous la forme exponentielle de in θ fois exponentielle de i k-n t dt, on va pouvoir sortir toute la partie qui ne dépend pas de t, hein, on sépare. Et dans la partie qui dépend de t, on voit que c'est nul dès que n est différent de k. Voilà. Et pour n égale k, on a la moyenne de 1, c'est-à-dire 1. Ce qui nous fait que ici, bon, donc modulo ces interversions, hein, qui viennent de la convergence normale, on va avoir donc r puissance valeur absolue de k exponentielle de ik θ. Ce que l'on remarque, c'est que si k positif, c'est juste z à la puissance k, puisque z c'est r exponentielle de i θ. Je vous le rappelle. Si k est négatif, alors c'est z bar puissance moins k. On retrouve que dans les deux cas, c'est harmonique, hein, parce que z est harmonique, z puissance k est harmonique, z bar est harmonique, z bar puissance moins k, attention, k est négatif, hein, évidemment ici, donc c'est harmonique. Et là, on commence à faire une petite remarque intéressante aussi, c'est que psi de fk est continu sur d, parce que là, on avait fait le calcul sur b, mais maintenant, ça se recolle bien sur le cercle, puisque sur le cercle, c'était déjà z puissance k, quand k est positif, et sur le cercle, ici quand k est négatif, ben, z bar sur le cercle c'est égal à 1 sur z, et donc ça nous fait encore du z puissance k, donc on retrouve encore une fois tous les caractères du cercle, donc ça se prolonge bien par continuité. Alors maintenant, plus généralement, si je fais des combinaisons linéaires des fk, c'est-à-dire si j'obtiens des polynômes trigonométriques, eh bien le théorème est vrai. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que pour l'instant le théorème est vrai pour les caractères du cercle. Il y a ce prolongement, par continuité, puis par extension, par combinaison linéaire, sur tous les polynômes trigonométriques. Donc maintenant, on va dégainer le théorème de Weierstrass, c'est la fin de la preuve, on sort une suite de polynômes trigonométriques qui convergent uniformément vers f sur le cercle, d'accord? Donc ça, par le théorème de Weierstrass, c'est assuré. Si je regarde le sup pour z dans d de ceci, d'accord? Alors bien sûr, pour le cercle, qu'est-ce qu'on va avoir, hein, si je regarde là, parce que là j'ai pris le disque fermé, hein. Pour le cercle, je vais avoir f de z moins pn de z, donc ici ça va être inférieur à epsilon. Donc je suppose epsilon assez petit. Donc ici, ce sup, ici, va être inférieur à, alors comme ça c'est défini par une intégrale de PR de θ moins t fois
par linéarité f moins Pn, je peux sortir le sup de f moins Pn. Je vous rappelle, ici, j'ai pas mis de module ou de valeur absolue, parce que on sait que c'est positif. On a vu que c'était positif tout à l'heure. Bien. Donc ici, j'ai vraiment l'intégrale, la moyenne de P de R, θ moins T dt, mais ça, eh bien, c'est exactement psi de 1. D'accord ? Si on regarde bien la définition de psi, mais psi de 1, c'est psi de f0. D'accord ? Et donc, psi de f0, eh bien, ça reste 1. Ce qui est normal, hein, par unicité, on prolonge par 1. Donc, ça fait 1. Ce qui va faire que ce sup, eh bien, il est inférieur à ce sup-là, sur C, qui est strictement inférieur à epsilon. Bref, on obtient que psi de Pn converge uniformément vers psi de f. Or, psi de Pn, on a vu tout à l'heure que c'était continu, donc on a une convergence uniforme, ce qui va faire que psi de f est continu, et on avait vu que c'était évidemment harmonique. Donc on a notre prolongement par continuité et par harmonicité et par unicité. Voilà, on a notre théorème de Dirichlet. Maintenant, je vais terminer par quelques remarques. D'abord, on a un théorème de l'application conforme qui dit que le disque unité peut être envoyé sur n'importe quel, par une fonction holomorphe, peut être envoyé sur n'importe quel domaine simplement connexe de C, différent de C, qui n'est pas le plan tout entier. Voilà. Donc, vous voyez que comme une fonction holomorphe est harmonique, par conjugaison par cette fonction holomorphe, qui va être biholomorphe en fait, vous avez ce prolongement harmonique de façon bien plus générale, sur, on part des bords, on va supposer qu'on a un domaine simplement connexe à frontière compacte, et on va encore avoir le théorème de Dirichlet, de prolongement de Dirichlet, qui va être valable en remplaçant C par cette frontière. Bon, ça c'est bien. La compacité est importante. Vous voyez que si vous prenez par exemple des fonctions comme y, donc z donne sa partie imaginaire, y, et la fonction y sur x2 plus y2, qui est égale, entre parenthèses, à la partie imaginaire de moins 1 sur z. Donc ça, ces deux fonctions, elles sont égales sur le cercle, puisque x2 plus y2 est égal à 1. Et elles sont harmoniques à l'extérieur, cette fois-ci. Je ne regarde pas l'intérieur du cercle, mais maintenant elles sont harmoniques à l'extérieur du cercle. Parce que ça, c'est la partie imaginaire de l'identité. Ça, c'est la partie imaginaire d'une fonction qui va être holomorphe à l'extérieur du cercle. Donc, moralité, on a deux fonctions qui prolongent sur l'extérieur du cercle la même fonction. Z donne la partie imaginaire de Z. Voilà. Et deux fonctions évidemment distinctes. Bien. Et harmoniques. Donc, là, on voit qu'on a un contre-exemple dès qu'on a quelque chose de non compact. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je peux aussi dire qu'il y a ce qu'on appelle le principe de Dirichlet, où on a une fonction f sur le cercle, et qu'on veut la prolonger en une fonction, alors qui n'est plus cette fois-ci harmonique, mais dont le Laplacien est contrôlé. Voilà. Alors, évidemment, on va avoir, si à existence, on va avoir unicité, et on va avoir des théorèmes d'existence, et ça s'appelle le principe de Dirichlet. Voilà, donc où on remplace finalement Laplacien nul par un Laplacien fixé. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Sinon que le problème de 2019, il ne s'arrête pas là, il continue avec des choses vraiment intéressantes sur des polynômes aléatoires. Je vous conseille de le regarder, il est vraiment, vraiment sympathique.